Je me considère pas du tout comme éco-anxieuse, mais je dirais que le remède, c'est d'arriver à trouver un peu cette place où on se sent puissant. D'arriver à trouver ce petit recoin de société dans lequel on se dit qu'on a un peu sa carte à jouer, où on se sent bien, c'est quelque chose qui est primordial selon moi. À voix haute pour la biodiversité, c'est le podcast de l'association Humanité et Biodiversité où la parole des jeunes fait la différence. Aujourd'hui, faites la connaissance de Stécie Algrin. Découvrez son parcours, l'origine de son engagement, ses réflexions sur la transition écologique et les projets qu'elle porte pour notre avenir et le bien commun. Stécie Algrin, 26 ans, et je suis activiste pour la justice climatique et également journaliste spécialisée sur les enjeux de biodiversité. Ma prise de conscience, c'est une question qu'on me pose régulièrement parce qu'on a un peu cette idée qu'il y aurait un déclic, un moment un peu charnière. Et même si je pense que c'est plus un cheminement personnel que vraiment un déclic, il y a quand même un peu des moments dans ma vie, évidemment, qui ont un peu exacerbé cette envie de s'engager et de prendre part à ce grand mouvement pour le climat. Je pense que le plus important d'entre eux, c'est évidemment l'endroit où j'ai grandi, puisque j'ai grandi dans une petite ville du sud de la France, qui est pas connue, qui s'appelle Berlétan, qui est entre Aix et Marseille, 15 000 âmes, donc c'est très petit. Et il se trouve que dans cette ville, on a 3 sites Céveso. Et pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est un site Céveso, c'est tout simplement pour dire qu'un site industriel est quand même assez dangereux. Il y a des risques d'explosion, d'accidents industriels. Et donc, à l'époque, on a une usine pétrochimique qui est située dans la ville, qui est juste derrière la maison de mes parents. Et on me présentait ça quand j'étais enfant, un peu comme le fleuron de l'industrie économique locale. Sauf que quand j'ai eu 18 ans, j'ai commencé à souffrir d'une maladie chronique inflammatoire, ce que je ne savais pas à l'époque, puisque je pensais que c'était un peu dû à mon mode de vie. Et une fois que j'ai fait toute cette remise en question de moi, mon mode de vie, je suis allée creuser sur mon environnement. Et là, je suis tombée évidemment sur des études qui montraient qu'on avait un taux de cancer 2 fois supérieur à la moyenne nationale, des maladies chroniques qui explosaient. Et là, je me suis dit, mince, pourquoi est-ce que je suis pas au courant, sachant que j'ai grandi et que j'ai vécu là-bas toute ma vie, ma famille pareil. Et donc un peu ce sentiment de trahison de la part des pouvoirs publics, donc assez remonté, et l'envie d'engagement qui arrivait à ce moment-là. Au départ, déjà, je mettais pas le mot engagement, je mettais pas le mot militant ou écolo ou quoi que ce soit. En fait, je répondais juste à quelque chose que j'avais identifié dans mon quotidien et dans la vie des gens que j'aimais. Et j'essayais d'y répondre en me mobilisant du mieux que je pouvais. Donc j'étais jeune, j'avais 18-19 ans. Mon premier réflexe, ça a été d'aller voir la mairie de ma ville et d'arriver avec mon petit PowerPoint. Je me souviens, c'était très mignon, un PowerPoint où je leur ai fait un espèce de benchmark un peu des solutions qu'on pourrait développer dans la ville, aussi bien à l'échelle citoyenne qu'à l'échelle vraiment des pouvoirs publics. Et en fait, ils avaient été assez impressionnés parce que voilà, le petit bout de femme qui arrive avec sa proposition, il m'avait proposé un job que j'avais refusé parce que je trouvais que c'était pas à moi de faire le taf, dans le sens où évidemment j'étais trop jeune pour ça et que je considérais que j'avais pas encore les épaules pour le faire. J'ai eu la chance après d'être acceptée à Sciences Po dans un master en politique environnementale, puisqu'à l'époque, je me disais vraiment, en fait, si c'est les politiques qui m'ont un peu délaissé, qui ont un peu trahi les gens qui devaient représenter, peut-être qu'en changeant un peu cette représentation, on arriverait à déclencher des actions qui seraient à la hauteur des enjeux. Sciences Po, c'était supposé être l'école qui permettait justement d'arriver dans ces postes-là. Et en fait, grosse claque, je me suis rendu compte qu'on formait vraiment les personnes pour penser et agir de cette manière, avec les intérêts d'une classe particulière en tête, en ayant toujours un peu cette posture de sachant. C'est-à-dire que très rapidement, quand on arrive dans l'école, on nous explique qu'on est l'élite de la nation, qu'on a tout compris et qu'on est brillant. J'étais là, mais enfin, je me sens pas plus brillante que qui que ce soit. Et donc là, je me suis dit, peut-être que c'est pas là ma place, peut-être que je suis trop en décalage, même si j'ai toujours pas, évidemment, abandonné cette question de la politique. Donc j'ai rejoint un peu des mouvements militants, plus sur le terrain, et notamment au moment du projet de loi climat, où on se rendait compte que les propositions de la Convention citoyenne pour le climat étaient en train d'être totalement détricotées, bâclées. Et puis après, une fois qu'on a mis le doigt dans l'engagement et qu'on a vu que c'était pas si compliqué et qu'il suffit juste de se former, premièrement, de trouver les bonnes personnes avec lesquelles le faire et d'avoir un peu de culot et de courage et que ça partait, quoi. Ce qui m'a lancée dans la création de projet, entre guillemets, c'était donc au moment du premier confinement, donc 2 semaines après l'annonce qu'on allait devoir rester toutes et tous chez nous. J'ai lancé une asso qui s'appelait Penser l'après, parce qu'à l'époque, on se demandait ce qui allait arriver après le Covid.
Et je faisais un peu le même constat qu'il nous manquait quand même beaucoup d'informations en tant que citoyens, tout comme ça avait été le cas pour la situation de ma ville. Et on avait l'impression qu'il y avait tout un pan de la réalité qui était omise, c'est-à-dire qu'on se concentrait vraiment sur l'impact économique, l'impact sanitaire, ce que je comprenais, on était dans une crise, une pandémie, il y avait une crise économique qui était en train d'arriver doucement, mais je me disais, mais en fait, qu'est-ce qu'il advient de toutes les inégalités sociales dans la société, l'environnement, on n'en parle plus, mais le reste du monde ne s'est pas mis à l'arrêt parce que nous, on a décidé qu'on allait nous enfermer. Donc j'ai invité des gens que moi je trouvais brillants sur d'autres sujets, sur l'environnement, sur les relations internationales, et je leur ai posé des questions de ma chambre d'étudiante, sans formation en journalisme, et en fait, ça a marché, parce qu'à nouveau, je posais les questions que les gens se posaient réellement. Première semaine, je me retrouve avec Jean Viard, qui est un sociologue émérite, avec Jean Jouzel, qui est un climatologue, et avec Jean-Marc Jancovici. Donc c'était la semaine des gens, mais des gens vraiment qui étaient à high level. Et moi, j'avais juste 22 ans, je crois. Et puis ça m'a lancée, et de plus en plus de personnes m'ont proposé de rejoindre le projet. On s'est retrouvés rapidement avec 40 bénévoles dans l'asso, à lancer des parcours d'engagement citoyen pour des jeunes. Et moi, je me sentais dépassée à nouveau parce que j'avais pas été formée pour ça, et que voilà, c'était juste un élan citoyen qui avait bien pris. Aujourd'hui, mon engagement, il prend plusieurs formes. J'ai toujours une casquette militante. Après, je continue mon travail de journaliste puisque l'initiative Penser l'après m'a fait connaître en tant qu'intervieweuse. Donc, j'organise et j'anime des conférences aussi bien pour des institutions que des entreprises. Et après, il y a ce que je fais en tant que consultante, parfois sur des stratégies de plaidoyer, de communication engagée. À nouveau, toujours soit pour des entreprises que je sélectionne en fonction de leur engagement, soit pour des institutions. À travers ces projets, j'ai toujours eu du mal à me dire que j'avais un impact sur des gens parce que j'ai fait pas mal de choses qui étaient de l'ordre du digital et donc on a l'impression que c'est pas vraiment des vraies personnes qui suivent ce qu'on fait. L'impact, on le réalise au moment où en fait on a des commentaires, où on a des messages de personnes et en fait ce que j'ai trouvé dingue, c'est que des personnes qui avaient parfois 20-30 ans de plus que moi, qui m'envoyaient des messages en me disant j'ai suivi ta série de webinaires avec Penser l'après et quelques mois plus tard j'ai décidé de quitter mon taf et là je me suis dit waouh, en fait t'as un vrai impact. Donc c'est un peu ce truc-là aussi d'empouvoirment, ce mot traduit de l'anglais qui est pas très beau en français, mais vraiment de redonner du pouvoir aussi aux gens, où qu'ils soient et quels qu'ils soient, et vraiment de leur faire comprendre que non, ils sont pas seuls. Et au fur et à mesure que je me suis engagée, que j'ai rejoint des mouvements, je me suis rendu compte en effet que cette question climatique prenait beaucoup de place. Ça nous forçait également à adopter un langage, un discours très technocratique. On parle d'émissions de CO2, d'empreinte carbone, des mots qui, mis à part nous faire sentir très intelligents et donner une autre envergure aux enjeux, moi, ne m'apportaient pas d'autre chose. C'est-à-dire que oui, je lis les rapports du GIEC et je me dis waouh, on est vraiment dans la merde et je comprends l'urgence. Mais en tant que moi, individu, ça ne déclenche pas d'émotion en fait. C'est pas ça qui fait que je me lève en me disant qu'il faut absolument agir. Et là, je me suis vraiment posé la question en me disant mais toi, déjà, qu'est-ce qui fait que tu regardes le monde en te disant qu'il faut faire quelque chose? Et qu'est-ce qui fait que quand tu regardes ce monde, ça te procure aussi du plaisir? Et en fait, je me suis rappelée de tous ces documentaires que je regardais quand j'étais gosse. Mon père travaillait énormément et on avait un moment un peu privilégié tous les deux qui était de regarder Ushuaïa Nature à l'époque. Et je me suis dit, mais en fait, toi, ton gros kiff, en fait, c'est le vivant. Et donc, à partir de là, je me suis rendu compte qu'on avait quand même une grosse opportunité également avec la question du vivant. C'était de pouvoir toucher vraiment les gens, de créer cette réaction d'empathie qu'il était très dur de créer sur les enjeux climat, à nouveau, parce que quand on parle de carbone, c'est quelque chose qui est invisible. Quand on traite de climat, c'est toujours à des échelles qui nous dépassent largement. La biodiversité, c'est quelque chose qui se voit à l'échelle locale, dans nos vies au quotidien. On parle de l'effet du pare-brise propre, on parle de nos campagnes qui deviennent de plus en plus silencieuses. Et moi, je trouvais que d'aller raconter toutes ces histoires, de se reconnecter un peu à des connaissances qu'on est en train de perdre, que c'était ça la clé au final et que ça questionnait beaucoup plus de choses que de se demander à quel point on émet du carbone finalement. Je pense que le plus grand enjeu en matière de biodiversité, c'est vraiment la question de la connaissance. Où pendant très longtemps, à nouveau, on a considéré que connaître le vivant, c'était peut-être quelque chose pour soit les enfants, soit les amis des bêtes, soit les femmes, parce que voilà, les SVT, on sait qu'aujourd'hui, c'est une matière qui est beaucoup appréciée par les jeunes femmes et que les jeunes garçons sont plutôt sur de la physique, de la chimie, les sciences dures, les vraies sciences, vous comprenez? Et donc faire comprendre que en fait, le vivant est éminemment complexe, que sans cette compréhension du vivant, on est en train de se tirer une balle dans le pied. Aujourd'hui, il faut se dire qu'on a 1 million d'espèces qui sont menacées d'extinction. Il nous en reste à peu près 8 millions à découvrir d'espèces. Donc, combien vont disparaître sans même qu'on ait pu prononcer leur nom? C'est un peu ça, moi, qui me déprime. Et quand je parle d'émerveillement, c'est aussi ça que je veux dire. C'est que parfois,
On se dit que on regarde une forêt, oui, très jolie, mais en fait, c'est pas juste une forêt, c'est des individus, c'est plein d'espèces et plein d'essences d'arbres. Et moi, j'aimerais qu'on arrête de se retrouver face à une foule d'anonymes et qu'on arrive à déceler des visages qu'on arrive à reconnaître. Et pour moi, la connaissance, savoir donner des noms, c'est la condition sine qua non pour recréer une relation aussi avec le vivant. Autour de moi ou même dans ma génération, sur le climat, évidemment, il y a de plus en plus de personnes qui sont engagées, qui sont convaincues du besoin d'agir, entre guillemets. Mais sur les enjeux de biodiversité, c'est encore plus compliqué. Déjà parce qu'on a cette figure du naturaliste et du botaniste qui est quand même assez vieillotte, un peu datée, entre guillemets. Quand je dis un naturaliste, un peu l'image qui vient, c'est un homme de 60 ans avec sa petite besace et ses loupes autour du cou. Et pour moi, il y a vraiment un enjeu de rendre sexy ces disciplines. Il y a beaucoup de créateurs de contenu également sur les réseaux sociaux qui misent à nouveau sur cette question des anecdotes. C'est-à-dire qu'ils vont prendre une espèce, parfois assez commune, et expliquer en fait tout ce qu'on ne connaît pas, un peu aller dans l'inconnu, dans l'invisible. Et moi, je trouve que c'est un moyen d'aller rattacher un peu cette génération qui se dit globalement, quand on parle du vivant, à nouveau, c'est les papillons, c'est les petits oiseaux. Et leur expliquer qu'en fait, il y a énormément de choses à voir, que ça demande beaucoup de compétences et de connaissances, pour moi, c'est la clé. Je me considère pas du tout comme éco-anxieuse, mais je dirais que le remède, c'est d'arriver à trouver un peu cette place où on se sent puissant. Dans le sens où on a beaucoup de choses dans notre société qui nous font sentir justement impuissants face à la crise climatique, impuissants face au délitement de nos institutions. D'arriver à trouver ce petit recoin de société dans lequel on se dit qu'on a un peu sa carte à jouer, où on se sent bien, c'est quelque chose qui est primordial selon moi, de faire des choses qui nous rendent heureux. Donc parfois, il y a un peu une démarche qui peut être perçue comme égoïste, où en tant que militant, on a l'impression qu'il faut absolument jouer tout le temps dans le collectif, en étant un peu dans le dépassement de soi, en étant un peu dans cette position où on donne tout. Moi, je constate qu'il y a beaucoup de gens qui se crament et qui arrivent justement au burn-out militant, entre guillemets, quand on fait des choses qui nous rendent heureux. C'est une manière justement de lutter contre cette anxiété, de lutter contre le burn-out qui pourrait arriver, et juste de répondre à un peu l'essence de la vie elle-même, qui est qu'on est supposé être heureux et s'épanouir en tant qu'individu. Ce qui nourrit mon optimisme en faveur de la biodiversité, il y a deux choses. La première, c'est que quand on parle de climat, on a l'impression qu'il faut agir pendant 40 ans pour avoir des impacts. Quand on voit justement l'impact que peuvent avoir des mesures de conservation sur des espèces, on voit déjà que les efforts paient assez vite. Donc ça nous pousse à agir un peu sur d'autres pans justement de cette question de la biodiversité. Et ensuite, je pense que ça commence quand même à imprimer cette question de la biodiversité, notamment dans les mouvements militants où pendant longtemps, à nouveau, on a considéré que c'était le truc pour les animaux des bêtes et qu'on allait se décrédibiliser finalement si on parlait du vivant. Mais l'espoir, pour moi, il vient pour le moment en tout cas de l'espace vraiment local, territorial, où c'est des personnes qui voient arriver des projets destructeurs dans des territoires dans lesquels ils ont grandi, ils ont vécu toute leur vie. Et pour moi, c'est sur ces gens-là aussi qu'on doit compter. C'est ces personnes-là en fait qui vont être un peu les derniers remparts entre une société qui serait prête à tout extraire, à tout détruire, versus des personnes qui tiennent à cet endroit dans lequel ils ont grandi et avec lequel ils ont noué des liens et une forme d'empathie à nouveau. Merci à Stécie Algrin pour son témoignage dans À voix haute pour la biodiversité, le podcast où la parole des jeunes fait la différence. Si vous avez aimé ce podcast, montrez-le sur votre plateforme d'écoute avec 5 étoiles et un commentaire. Pour agir et nous rejoindre, retrouvez Humanité et Biodiversité sur le web et les réseaux sociaux.